Bon, je vous disais que l'exposé devrait procéder en 3 temps. Une définition du vieillir chez soi, ensuite qu'est-ce qui freine, et puis finalement quelques solutions. J'aimerais commencer par le vieillissement démographique. Et ce qui me frappe dans cette question du vieillissement, c'est la vision trop souvent alarmiste, trop souvent pessimiste, voire catastrophiste que nous en avons. Alors que, paradoxalement, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Que se passe-t-il? Pourquoi cette vision-là? Alors certains vont argumenter en disant, mais ce vieillissement démographique pose quand même beaucoup de problèmes, nous allons vers une explosion des coûts de la santé, c'est déjà le cas, et en réalité c'est faux. Le vieillissement démographique n'est pas la cause principale de l'augmentation forte des coûts de la santé, c'est une des causes mais pas la principale. Et je vais vous le démontrer assez simplement. Finalement, la majorité des frais de santé pour une personne, durant son cycle de vie, c'est la dernière année de vie, voire les 3 derniers mois. Or, dans les études que nous avons effectuées, vous connaissez le sens de la précision helvétique, nous avons fait des études approfondies et sommes arrivés à la conclusion que finalement, en tout cas en Suisse, les gens ne meurent qu'une fois. Et donc, plus sérieusement, il y a une stabilisation de la majorité des coûts pour cette partie-là. Ce qui n'est pas indifférent, par contre, il est vrai, c'est si les gens meurent en moyenne en 90 ans au lieu de 80 ans, vous aurez durant 10 ans des frais supplémentaires. Mais ces frais supplémentaires, c'est là que le vieillir chez soi intervient déjà, peuvent être bien accompagnés, intelligemment accompagnés. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'aspect quantitatif, il faut mettre en lumière des aspects qualitatifs. D'abord, quand on parle de vieillissement démographique, on a un allongement de la vie, une verticalisation de la succession des générations, et nous sommes en train de passer, c'est une vraie révolution tranquille, nous sommes en train de passer d'un modèle de fonctionnement de société de 3 générations à 4 générations. Un peu comme nous l'avons eu au 19e, où nous avons passé d'un modèle de fonctionnement de 2 générations à 3 générations, mais ça s'est fait presque sur un siècle. Et maintenant qu'on est bien installé dans ce modèle à 3 générations, d'une manière relativement accélérée, on passe vers ce modèle à 4 générations. Mais surtout, et ça c'est un élément qualitatif supplémentaire, ces nouvelles générations âgées qui nous arrivent ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, que celles de hier. Ces nouvelles générations âgées, non seulement sont en meilleure santé, ont un capital santé supérieur, ont des ressources intellectuelles et matérielles également supérieures, toujours en moyenne. Ce sont des générations qui sont plus actives, qui sont mieux informées, qui sont plus en interaction avec l'entourage et la société. Ce sont des générations qui sont mieux éduquées, mieux informées, disais-je, et nous le voyons très bien, notamment du côté féminin, qui fournit la majorité des contingents dans le placement en MS, par exemple. Donc, quand on prend en compte ces éléments de type qualitatif, et quand on prend en compte aussi le fait que ces nouvelles générations sont porteuses de nouvelles valeurs, dont la valeur de l'autonomie, qui devient centrale dans notre société, eh bien, et qu'on interroge ces mêmes générations et qu'elles nous disent que pour la l'immense majorité d'entre elles, elles souhaitent vieillir chez elles, voire mourir chez elles, voire, là il y a une demande sociale qui est en train de monter, eh bien on constate que le vieillir chez soi, s'il est intelligemment développé, peut précisément surfer sur ces grandes tendances de fond et permettre, disons, de changer un peu le paradigme qui gère notre système de santé, du moins d'y contribuer. Et là, vous le constatez comme moi, même si les choses évoluent, malheureusement trop lentement, nous vivons encore sous le thème de l'hospitalocentrisme. Pour beaucoup de gens, pour le système, d'une façon générale, on voit bien que c'est l'hôpital qui est le centre. Et moi, j'aimerais inverser cette problématique. Ça veut dire non, l'hôpital n'est pas le centre. Pour moi, le vrai centre, et surtout si on a affaire à des nouvelles générations plus responsables, plus autonomes, plus actives, le vrai centre de santé, c'est d'abord le chez-soi, là où on a nos ressources, nos entourages,
disons, nos points de repère et tout ce qui fait l'histoire, disons, d'un être humain. Dieu sait si cette histoire est riche. Donc, le premier centre de santé, c'est le chez-soi, c'est le domicile dans lequel on vit, avec son environnement assez complexe. Et à ce moment-là, le premier agent de santé, ça n'est pas l'infirmière ou le médecin, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même qui devient agent de santé, qui se réapproprie, dans la mesure du possible, la gestion de sa propre santé. Et donc, à ce moment-là, au lieu de parler de soins extra-hospitaliers, quand on parle, par exemple, de soins à domicile, vous voyez, extra-hospitaliers, en dehors de l'hôpital, le centre, c'est l'hôpital, je préférais qu'on parle de soins extra-domicile. Quand on quitte le domicile, quand c'est parfois nécessaire, on reçoit des soins extra-domicile à l'hôpital. Vous imaginez bien le temps qu'il faut pour modifier ce mode de perception et de fonctionnement. Donc, ce que nous observons, c'est le potentiel est là. Le potentiel est là, d'autant plus qu'il y a, je dirais, une grosse cerise sur le gâteau. C'est que non seulement on répond aux attentes des gens en développant le vieillir à domicile, mais en plus, on fait des économies. Et moi, ça me frappe, avec mon grand âge, d'observer que chaque fois, je l'ai vu sur des décennies, chaque fois que l'on veut faire un progrès social, on est d'accord de faire une dépense supplémentaire. On dit oui, ça coûte un peu, mais ça vaut la peine. Or là, non seulement on va faire un progrès, mais en plus, on va faire des économies. Un chiffre, chaque fois que vous investissez 1 million dans l'aide et les soins à domicile, vous économisez 2 millions dans les autres secteurs de la santé, en particulier l'hôpital et l'établissement médico-social, l'EMS. Donc ça vaut la peine. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette économie? C'est parce qu'on peut travailler sur la question de la prévention, de la promotion de la santé, on peut éviter des placements inappropriés, des hospitalisations inappropriées, ou tout au moins les raccourcir s'il y a une bonne coordination entre les différents acteurs de la santé. Donc, comment se fait-il, face à cette situation, que nous ne soyons pas plus avancés dans le domaine? Comment se fait-il que le développement du domicile, qui s'est fait ici et là, est un développement que moi je qualifierais de souffreteux? On s'est arrêté un peu à mi-chemin et on n'a pas vraiment utilisé complètement ce potentiel. Surtout face à ces nouvelles générations âgées et à ces changements importants sur le plan démographique et du fonctionnement de notre société. Un chiffre là aussi. Depuis une vingtaine d'années, les soins à domicile représentent en Suisse 2% de l'ensemble des frais de santé. Mais depuis une vingtaine d'années, ces 2% n'ont pas bougé, ils n'ont pas augmenté. Alors qu'il y a 20-25 ans, on proposait de passer à 3 puis à 4. Il ne s'agit pas de monter à 10 ou à 15, bien d'accord. Mais et dans ce sens, ce 2% ne signifie pas que rien n'a été fait. Il y a eu ici et là des actions novatrices, il y a eu des efforts qui ont été accomplis, mais d'une manière tout à fait insuffisante. Et alors, j'en arrive à mon deuxième temps d'exposé, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont les freins? Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas plus l'aide et les soins à domicile? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas preuve de plus d'innovation? Certes, il est bien tentant de vouloir parfois résoudre aujourd'hui les problèmes de demain, de vieillissement, avec des schémas mentaux du passé. Il y a plus de vieux. Ah ben ok, il y a plus de vieux, qu'est-ce qu'on fait? On construit plus d'EMS. Donc si on veut essayer d'être un peu innovatif, alors on ne construit pas plus d'EMS, où on arrête, mais on va construire plus d'appartements protégés, où on regroupe 50, 80, 100 personnes âgées dans un même lieu au risque du ghetto. Et c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut au contraire jouer la carte des relations intergénérationnelles et la carte de l'intégration sociale. Et je pointe ici avec vous, parce qu'il en faudrait plus, deux freins importants. Le premier, c'est l'absence d'une vraie prise de conscience. Quand vous discutez avec les responsables politiques, vous ne trouverez pas quelqu'un qui va vous dire « Ah non, non, moi je suis pour le développement des soins à domicile. Oui, 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 mais c'est bon, on est d'accord, c'est bien, c'est un joli projet. Mais on a fait ce qu'il fallait, c'est bon.
tout est en place. Non, tout n'est pas en place, et il y a des lacunes importantes. On en pointera tout à l'heure 2 ou 3, et cette absence de prise de conscience montre bien l'hospitalocentrisme, ou l'institutionnalisation excessive, où on se focalise trop sur des gros objets et on ne voit pas la diversité de la vie humaine dans toutes ses composantes sur le vieillissement démographique et les personnes âgées qui la composent. Le deuxième frein, il est un peu plus délicat, mais il est central là aussi, c'est rappelons tout simplement que nous vivons dans un marché de la santé. Et qui dit marché, 65 milliards de chiffre d'affaires pour la Suisse, par exemple, c'est pas rien. Il y a des rapports de force. Et quand de nouveaux problèmes sociaux apparaissent, ce sont les gens en place, les grandes institutions, qui en général s'en emparent et qui laissent pas facilement la place aux petits derniers. Et on voit bien que le lobby de l'hospitalier, le lobby de l'hébergement, des EMS, les EMS, c'est 5 fois le chiffre d'affaires des soins à domicile en Suisse. 5 fois. Avec les directeurs, avec tout ce qui se cache derrière, hein, on est bien d'accord. Et puis le lobby aussi de la construction, ne l'ignorons pas. Parce que le domicile, lui, il est plus diffus et il intéressera un peu moins les promoteurs immobiliers. Donc, c'est là que ça freine. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois dans notre troisième temps là quelques pistes de solutions. D'abord, des pistes un peu, je dirais, basiques. On a 2 grands piliers pour l'aide et les soins à domicile. D'une part, les services d'aide et de soins à domicile, des services professionnels, et d'autre part, les aidants familiaux, les proches aidants. C'est les 2 grands piliers. Il faut renforcer ces 2 piliers. Le pilier, donc il faut aider notamment ceux qui aident. Ça me paraît essentiel, et on le fait tout à fait insuffisamment. Il faudrait beaucoup plus de foyers de jour, de centres de jour, d'unités d'accueil temporaire, pour offrir par exemple des heures et des jours de répit aux familles. Ça se fait ici et là, mais ça ne représente le 10%, vous entendez bien, des besoins élémentaires pour permettre aux familles de souffler un peu. Et si on ne le fait pas, les familles s'épuisent et vont hésiter entre une sorte de résignation au placement, alors que ce ne serait pas nécessaire, et un épuisement qui met en danger la santé des proches aidants. Mais finalement, au-delà des structures intermédiaires, on voit bien que la meilleure manière d'aider les familles, c'est de renforcer le personnel et de professionnaliser le personnel des services à domicile. Et là, on le fait insuffisamment. Exemple concret, lorsque par exemple une famille, et j'ai vécu ça dans la pratique souvent, dit voilà, nous pouvons prendre en charge notre proche âgé, disons 4 jours par semaine, ce qui est déjà pas mal, y compris les samedis et dimanches. Hein. On se répartit son travail, parfois il y a peu de monde autour, mais il faut élargir parce qu'il y a aussi les bénévoles qui sont pris en compte. Et est-ce que vous, centre médico-social, est-ce que vous, service à domicile, vous êtes d'accord de prendre en compte les 3 autres jours? Et notamment, on va dire, pour simplifier, seulement 3 après-midi. Des auxiliaires de vie, 3 après-midi. De 2 à 5, parce que là, on n'avait pas à se libérer, on travaille, mais les 4 autres jours de la semaine, on va s'en occuper. Réponse, vous savez, on manque de personnel, on peut pas. On peut seulement prendre une après-midi par semaine. Je ne parle pas des soins du matin et des soins du soir, qui s'ajoutent et qui se font, mais déjà cette prise en charge-là pour des cas, par exemple, de fin de vie ou des cas relativement lourds. Que fait la famille? Elle est désemparée. Donc, si on veut aider les familles, il faut donner plus de moyens aux services à domicile. Ça me paraît nécessaire. Donc, vous voyez, cette combinaison des 2 piliers me paraît être la bonne piste. Je rajouterai là ici une 3e. Cette 3e piste, c'est celle, disons, que j'appellerais du courage de l'arbitrage pour les responsables politiques. Mesdames et messieurs les responsables politiques, je m'adresse vraiment à vous. Ayez le courage de prendre des décisions qui sont nécessaires, c'est-à-dire de donner une vraie priorité au domicile et de maîtriser mieux les EMS, d'éviter de continuer de construire et de construire, même si c'est pour faire plaisir au lobby de la construction et à quelques groupes de pression annexes. Il faut jouer la qualité pour les EMS. Nous avons besoin d'EMS. Moi-même, j'ai pris l'initiative de développer des EMS.
Mais maintenant, ça suffit. On en construit trop face aux besoins, puisqu'il y a bien une augmentation du nombre de personnes âgées 80 ans et plus, mais comme le taux de placement de ces personnes âgées diminue fortement, eu égard à leur santé meilleure, eh bien, il faut jouer sur là-dessus et jouer sur le développement du domicile. Alors, il ne s'agit pas d'abandonner les EMS, on est bien d'accord, et il s'agit peut-être même de renforcer encore leur personnel parce qu'ils vont avoir des taux de dépendance plus grands chez eux. Mais c'est le prix à payer pour qu'on tienne les deux bouts, qu'on puisse ne pas pénaliser, qu'on puisse ne pas pénaliser les personnes âgées, jouer sur la dignité des personnes âgées pleinement, et puis tout en assurant aussi une maîtrise des coûts que j'évoquais tout à l'heure. J'aimerais terminer avec une dernière piste de réflexion pour dire, mais que faire que faire? C'est là que le mot innovation et innovation sociale me paraît important. On a affaire à quelque chose de nouveau, et vous allez le voir, vous l'observez peut-être déjà autour de vous, c'est en train de bouger, nos familles bougent, lentement mais sûrement, et donc il faut faire preuve d'imagination et de créativité, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Donc, un exemple concret de toute la question du logement. Dieu sait si c'est important. Nous avons développé, dans la région de Sierre, nous avons développé ce que j'ai appelé les appartements domino. Domino, domicile, nouvelle option. Des appartements intégrés, pas protégés, intégrés dans la société. Des appartements intégrés à encadrement médico-social, de petites structures, de 4 à 5 colocataires, pas des pensionnaires qui paieraient un prix de pension. C'est pas une mini-institution. C'est réellement un domicile privé comme un autre, avec une partie privative et une partie de locaux communs, où les gens gardent leur liberté. Pourquoi? Parce que pour une minorité de personnes âgées, il y a à un moment donné la volonté, non pas d'aller en institution, mais de ne plus rester à domicile, à la suite par exemple d'un veuvage ou d'un problème de santé. Et ces personnes, faute de mieux, faute d'alternative, n'ont plus la liberté de choix de leur lieu de vie, et Dieu sait si c'est important, et faute de mieux, vont être placés en institution, en AMS, parce que le type de structure telle que Domino n'existe pas ou insuffisamment. Nous avons des lacunes, y compris encore dans la région sierroise. Donc, il s'agit de jouer avec l'intégration sociale aussi. Il faut que ces appartements Domino soient dans un immeuble, par exemple, un niveau, et au-dessus et au-dessous, il y a les autres générations, les familles, etc. Si au rez-de-chaussée, il y a un bistrot, c'est encore mieux, mais ne rêvons pas trop. Donc, mais il faut que ce soit surtout en plein centre-ville ou au cœur d'un quartier animé, ça me paraît aussi très important, pour que l'intégration sociale puisse se faire. Et évitons, de grâce, évitons de concentrer, de regrouper par trop les personnes âgées. C'est une fausse bonne idée, par exemple, c'est à côté de l'EMS, de construire un nouveau bâtiment, comme ça se fait à Saxon, par exemple, où on va mettre 20, 30, 40, 50 appartements protégés qui vont s'additionner, disons, aux personnes âgées déjà placées. Comme si on préparait l'antichambre du futur placement. Alors que l'idée, c'est au contraire de faire des appartements intégrés en petits nombres, en petits groupes, intégrés au cœur de la ville et mélangés avec l'ensemble des générations. Voilà. En quelques mots, chers amis, comment je conçois ce projet du vieillir chez soi. Il y a là un potentiel remarquable d'économie et de qualité de vie. En même temps, nous créons du lien social, nous renforçons les relations entre les générations et nous donnons du sens aussi à notre vie en commun. Et c'est dans ce sens que je vous invite vraiment à soutenir ce projet Vieillir chez soi, dans le sens indiqué tout à l'heure, avec un vivre ensemble d'innovation et de solidarité. Je vous remercie.